Nous sommes trop occupés à aider ta sœur à déménager, m'a envoyé maman. J'ai répondu, ce n'est pas grave. Ils ne savaient pas que je recevais le prix du président à la Sorbonne. Quand mon nom est apparu à l'écran, ils se sont figés. Je m'appelle Isabelle Moreau, et ce matin, tandis que je repassais le pli de ma robe pourpre, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. Nous sommes trop occupés à aider ta sœur à déménager, disait-il, suivi d'un emoji souriant comme si cela atténuait la douleur. Je l'ai fixé un instant, sentant ce calme familier s'installer en moi, celui qui vient quand on réalise qu'on a encore une fois été relégué au second plan, puis j'ai tapé 2 mots simples en retour. Ce n'est pas grave. Pas de sarcasme, pas de culpabilisation, juste du calme. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que dans moins de 2 heures, je serai sur la scène du grand amphithéâtre pour recevoir le prix du président, la plus haute distinction que la Sorbonne décerne pour le service et l'innovation. Quand les lumières se sont tamisées et que mon nom, Isabelle Moreau, a brillé sur l'écran LED géant, toute la salle s'est levée pour applaudir. Sauf 2 sièges au premier rang, des rubans de velours rouge cardinal encore intacts, vierges de toute lumière. À la fin de la cérémonie, mon téléphone vibrait sans arrêt. Des proches appelant pour demander pourquoi mes parents n'étaient pas là. Des journalistes cherchant une citation sur la famille absente. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé ces chaises vides et j'ai pensé à toutes les années qui avaient mené à cette unique et silencieuse vérité. Avez-vous déjà été ignoré par votre propre famille jusqu'à ce que votre succès leur fasse réaliser ce qu'ils avaient perdu? Dites-moi d'où vous regardez. J'ai grandi dans une petite ville de Normandie où la vie s'écoulait lentement et où tout le monde savait quelle famille s'asseyait à quel banc à l'église le dimanche. Les Moreau étaient le genre de famille que les gens saluaient d'un signe de tête poli et approbateur. Mon père, Pierre, un comptable qui a porté les mêmes chaussures marron pendant 20 ans. Ma mère, Claire, qui dirigeait la chorale des femmes, et ma petite sœur, Camille, qui semblait rayonner d'une lumière vers laquelle les gens ne pouvaient s'empêcher de se tourner. Partout où nous allions, c'était toujours « Oh, vous devez être la sœur de Camille ». C'était ma présentation, mon rôle, mon étiquette permanente. J'ai appris très tôt qu'être seconde n'était pas une punition. C'était simplement la façon dont le monde s'était organisé. Camille était le soleil, tout en rire et en ruban, le genre de fille née pour être adorée. J'étais l'ombre qui rendait sa luminosité possible, celle qui se souvenait d'apporter sa bouteille d'eau au récital et qui restait debout tard pour finir les projets scolaires qu'elle avait oubliés. À 10 ans, j'ai réalisé pour la première fois à quel point j'étais devenu invisible. Mon anniversaire tombait début mai, juste au moment où mes parents étaient occupés à redécorer la chambre de Camille. Elle avait 8 ans à l'époque, et maman avait décidé qu'elle grandissait si vite qu'elle méritait son propre espace. Le salon était rempli de cartons du salon de l'habitat local, de bannières roses vifs et d'un gâteau sur lequel était écrit « Félicitations, Camille » en glaçage blanc épais. Je me souviens m'être tenu à côté, souriant pour des photos qui ne m'étaient pas destinées, le flash de l'appareil bon marché effaçant mon visage. Quand j'ai fait remarquer que c'était aussi mon anniversaire, maman s'est arrêtée une demi-seconde avant de dire « Oh, ma chérie, on pourra fêter le tien le week-end prochain. » Pour l'instant, ne compliquons pas les choses. Alors, j'ai applaudi pour Camille avec tout le monde et j'ai chanté pendant qu'elle soufflait les bougies d'un gâteau qui aurait dû être le mien. Plus tard dans la soirée, quand les invités sont partis et que les confettis ont été balayés, j'ai trouvé un petit sac cadeau sur la table de la cuisine avec mon nom mal orthographié, Élodie, sur l'étiquette. À l'intérieur se trouvait un carnet avec le logo du salon de l'habitat de Normandie imprimé sur la couverture. C'était un de ces cadeaux publicitaires que mon père collectionnait lors de ses conférences professionnelles. Le papier à l'intérieur sentait légèrement le carton et l'encre d'imprimante. Pendant un instant, je l'ai juste regardé, ne sachant pas s'il fallait en rire ou en pleurer. Ce n'était pas tant un cadeau qu'un rappel que même mon nom n'avait pas vraiment sa place. Pourtant, je l'ai emporté dans ma chambre, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert la première page. Les lignes étaient vierges, de ce genre de vide qui vous met au défi de le remplir. J'ai pris un crayon et j'ai commencé à écrire, rien de grandiose, juste des mots sur la journée, sur les ballons roses, sur l'odeur de sucre, de cire et de déception des bougies. Cette nuit-là, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à faire quelque chose qui allait plus tard me sauver. J'ai commencé à écrire ma propre histoire. La chambre de Camille est devenue la nouvelle pièce maîtresse de la maison. Chaque voisin qui venait nous rendre visite avait droit à une visite guidée. Vous imaginez, elle a choisi les couleurs elle-même, rayonnait maman, montrant les rideaux lavande et les lettres dorées au-dessus du lit qui disaient l'espace de Camille. Je regardais depuis le seuil de la porte, serrant le carnet contre ma poitrine.
Quand maman m'a vu, elle m'a souri de cette manière absente et distraite et a dit, « Isabelle, ma chérie, pourrais-tu apporter une limonade à Camille ?» Alors, je l'ai fait. C'est ainsi que s'est déroulée la majeure partie de mon enfance, à entrer et sortir des célébrations des autres, portant des plateaux qu'ils avaient oublié m'avoir demandé. À l'école, ce n'était pas très différent. Les professeurs adoraient Camille avant même qu'elle n'arrive dans leur classe. « Oh, vous êtes la sœur de Camille. Elle est si charmante, disait-il, s'attendant à ce que je reflète son charme. Je ne l'ai jamais fait. J'étais la silencieuse. La fille qui lisait sous les arbres pendant la récréation, qui réparait le projecteur quand il se bloquait, qui ne se plaignait pas quand on la mettait en binôme avec des enfants qui ne faisaient jamais leur part du travail. Si quelqu'un me remarquait, c'était généralement parce que quelque chose avait besoin d'être réparé. Si quelqu'un me complimentait, c'était parce que j'avais facilité les choses pour quelqu'un d'autre. Mais dans les marges de ce carnet du salon de l'habitat, j'ai trouvé une sorte de refuge. Chaque soir avant de me coucher, j'écrivais sur des choses que je ne pouvais pas dire à voix haute. La façon dont la maison devenait silencieuse après que le rire de Camille s'estompait dans le couloir. La façon dont les compliments de maman à son égard étaient comme de minuscules coupures de papier pour moi. La façon dont je voulais, juste une fois, être celle que les gens remarquaient en premier. Écrire n'a rien changé à l'extérieur de ma chambre, mais cela a rendu le silence moins lourd. J'ai appris que les mots pouvaient être un endroit où vivre quand aucun autre espace ne vous appartenait. Le mot déménager revenait sans cesse dans ses premières pages. Il me fascinait par la façon dont il pouvait signifier le progrès pour certains et la perte pour d'autres. Camille était toujours celle qui allait de l'avant. Nouveau cours de danse, nouveaux trophées, nouveaux amis. J'étais celle qui restait derrière, emballant les cartons, étiquetant les couvercles, m'assurant que rien ne se perdait dans le remue-ménage. Même enfant, je comprenais que déménager n'était pas seulement une question de changer de chambre ou d'adresse. C'était être choisi pour recommencer à zéro pendant que quelqu'un d'autre restait derrière pour nettoyer. En y repensant, je crois que cet anniversaire a été la première fois que j'ai compris ce que signifiait être invisible. Mais c'est aussi le jour où j'ai commencé à construire quelque chose d'invisible qui m'appartenait. Ce carnet bon marché avec sa couverture fragile et ses pages de travers est devenu mon monde secret. Un endroit où je n'avais pas à me battre pour de l'espace. Chaque mot que j'écrivais était une petite rébellion. La preuve que même si personne d'autre ne se souvenait de mon nom, moi, je m'en souvenais. Et un jour, je me suis promis que le monde s'en souviendrait aussi. La première fois que j'ai vraiment compris ce que signifiait être seul, c'était lors du concours scientifique départemental en 5e. J'avais passé des semaines dans le garage après l'école, penché sur une table couverte de fils et de ferraille, à construire une petite éolienne avec des pièces que j'avais récupérées à la déchetterie locale. Elle n'était pas élégante, mais elle fonctionnait. Je me souviens du doux murmure des pales captant la moindre brise, du bourdonnement de l'énergie qui ressemblait à la possibilité elle-même. Chaque soir, je courais dans la maison, excité à l'idée de montrer à quelqu'un, n'importe qui, ce que j'avais construit. Mais maman était généralement au téléphone en train d'organiser les costumes pour la troupe de danse de Camille, et papa murmurait, « C'est bien, ma chérie », sans lever les yeux de son ordinateur portable. Alors, j'ai appris à ne pas attendre d'applaudissements. Le jour du concours est arrivé un rare samedi ensoleillé de début mars. Le gymnase du collège Victor Hugo bourdonnait de conversation et de l'odeur métallique de la peinture fraîche. Des affiches tapissaient les murs, plus colorées les unes que les autres, des volcans en éruption, des systèmes solaires en rotation, et le parent nerveux occasionnel chuchotant des conseils à son enfant. Je me tenais près de mon projet, les mains tremblant légèrement tandis que j'ajustais les petites pales argentées. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers l'entrée, m'attendant à moitié à voir mes parents arriver, tenant peut-être l'appareil photo que papa apportait toujours au récital de Camille. L'événement n'avait commencé qu'1 heure plus tôt. Je me suis dit qu'il viendrait probablement plus tard, après sa répétition. Quand les juges ont fait leur ronde, j'ai parlé clairement et soigneusement, expliquant comment l'éolienne pouvait générer assez d'énergie pour alimenter une petite lampe. Ils ont souri, posé quelques questions, et sont passés à autre chose. Au moment où ils ont annoncé les gagnants, le soleil de l'après-midi filtrait déjà à travers les hautes fenêtres, transformant le sol poli en longues traînées d'or. Je n'écoutais même pas quand ils ont dit mon nom. Première place, Isabelle Moreau. Il y a eu une brève acclamation du public, puis des applaudissements épars. Je me suis figé une seconde, incertaine qu'il l'ait dit correctement. En montant sur la scène,
je me suis tourné vers la rangée de chaises pliantes où les familles étaient assises avec leurs appareils photo prêts. Les sièges marqués « Famille Moreau » étaient vides. J'ai souri quand même, parce que c'est ce qu'on fait quand on gagne et que personne n'est là pour le voir. Le principal m'a remis un petit trophée en forme d'ampoule. Sa base était gravée de mon nom. Le flash de l'appareil photo d'un inconnu s'est déclenché, un parent d'une autre école documentant les gagnants. La lumière était si vive qu'elle m'a presque fait mal. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'être visible ne signifiait pas toujours être vu. Après la cérémonie, je suis resté près de l'entrée, serrant le trophée contre ma poitrine tandis que la foule se clairsemait. La meilleure amie de Camille, Lily, m'a fait un signe de la main en sortant avec ses parents. « Félicitations », a-t-elle crié. J'ai hoché la tête, prétendant que la boule dans ma gorge était de la fierté. J'ai continué à attendre que la voiture de maman apparaisse, que le klaxon familier de papa retentisse depuis le parking. Ce n'est jamais arrivé. Le temps que je rentre à pied, le soleil avait plongé derrière les collines, peignant le ciel d'un orange terne. J'ai trouvé maman dans le salon en train d'épingler des paillettes sur le nouveau costume de Camille pendant que Camille tournoyait devant le miroir. Toute la pièce scintillait du reflet du fil d'or. « Comment s'est passé le concours ?» a demandé maman sans lever les yeux. Sa voix était légère, distraite. « J'ai gagné », ai-je dit. « C'est merveilleux, ma puce », a-t-elle répondu automatiquement, ajustant un ourlet. Puis elle a ajouté, « Je suis tellement désolée que nous n'ayons pas pu venir. » Camille avait son essayage de danse, et tu sais comme ces rendez-vous sont difficiles à obtenir. Camille m'a souri de l'autre côté de la pièce. « Tu aurais dû voir le tissu, Isabelle. Il est importé d'Italie. » Oh, ai-je forcé un sourire. C'est super. Papa a levé brièvement les yeux de son fauteuil, son regard se posant sur le trophée dans mes mains. Première place, hein? Bien joué. Il a fait un petit signe de tête et est retourné à la lecture de son journal. C'était tout. Pas de câlin, pas de photo. Pas même une place sur l'étagère pour le trophée. Le dîner ce soir-là a été silencieux. L'air sentait légèrement la colle et le poulet rôti. Camille a bavardé sur son prochain récital, et maman n'arrêtait pas de lui rappeler de pratiquer ses pirouettes. Quand il y a eu enfin une pause assez longue pour que je puisse parler, j'ai dit doucement, « Ils ont pris une photo de moi au concours. » Maman a souri, distraite. « C'est bien, ma chérie. On pourra peut-être l'encadrer plus tard. » Elle n'a pas demandé à la voir. Après, j'ai fait la vaisselle pendant que Camille s'entraînait dans le couloir. Sa musique résonnait à travers les murs, brillante, confiante, certaine d'être entendue. Je me suis séché les mains, je suis allé dans ma chambre et j'ai posé le petit trophée sur mon bureau, à côté du carnet de mon 10e anniversaire. Il avait l'air trop petit sous la lumière jaune, comme un objet déplacé. J'ai ouvert le carnet à une page blanche et j'ai écrit la première phrase qui m'est venue à l'esprit. Si le silence avait un son, il résonnerait comme ça. Le graphite a laissé un léger éclat sur le papier. J'ai fixé la phrase pendant un long moment, traçant chaque lettre du bout du doigt. Ce n'était pas amer. C'était vrai. Le genre de vérité qu'on ne dit pas à voix haute parce que personne ne saurait quoi en faire. Quand j'ai éteint la lampe, la pièce est tombée dans une douce obscurité. Du couloir, je pouvais encore entendre le rire de Camille et la voix de maman comptant les temps, le rythme étouffé d'une vie qui se déroulait ailleurs. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai imaginé le vent faisant tourner les pales de ma petite éolienne, tournant fidèlement dans un gymnase vide quelque part, générant une lumière que personne ne remarquerait jamais. Quelques semaines après le concours scientifique, grand-mère Lydie est venue nous rendre visite. Elle était le genre de femme dont la présence remplissait une pièce sans jamais élever la voix, une force tranquille, enveloppée dans de doux pulls en laine et l'odeur de thé à la cannelle. Elle avait toujours été plus une observatrice qu'une bavarde, et cet après-midi-là, elle m'a regardé depuis la balancelle du porche alors que je bricolais une radio à moitié cassée. L'air printanier sentait l'herbe coupée et la pluie, et je pouvais sentir son regard avant qu'elle ne parle. « Tu es toujours en train de réparer des choses, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix calme, mais pleine de savoir. J'ai hoché la tête, essuyant une tache d'huile de mes doigts. « Elle ne reste pas réparée longtemps, ai-je admis. »« Peut-être pas, » dit-elle, mais ça ne rend pas moins courageux le fait d'essayer. Quand elle est partie le lendemain matin, elle m'a tendu un petit paquet emballé, noué avec un vieux ruban. C'était à moi quand j'avais à peu près ton âge, dit-elle. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir, la couverture douce et usée au coin, sentant légèrement le cèdre et l'encre.
Elle a caressé du doigt les pages dorées sur tranche. J'écrivais dedans chaque fois que j'oubliais qui j'étais. Ça m'aidait à me souvenir. Ses yeux se sont adoucis et j'ai vu en eux quelque chose qui m'a serré la poitrine. Une sorte de reconnaissance, comme si elle comprenait sans avoir besoin de demander. Garde-le précieusement, dit-elle. Et quand le monde devient trop bruyant, écris jusqu'à ce qu'il te ressemble à nouveau. Ce carnet est devenu mon encre. Le soir, je m'asseyais près du petit bureau près de ma fenêtre, la lumière de la lampe tombant sur les pages, et j'écrivais sur des choses que je ne pouvais pas dire à voix haute. Le son des rires de mes parents venant de la chambre de Camille. La façon dont papa oubliait toujours quelle matière j'aimais. La façon dont maman ne semblait fière que des choses qu'elle pouvait photographier. L'écriture était le seul endroit où je n'avais pas à me rapetisser pour m'intégrer. Chaque page était une rébellion faite de phrases. Au lycée, je m'étais habitué à être la fille en arrière-plan. J'avais de bons résultats en classe, je faisais du bénévolat à la bibliothèque et j'aidais Camille à réviser ses examens quand elle paniquait. Elle était l'artiste, celle que tout le monde s'attendait à voir réussir, tandis que j'étais la planificatrice, celle qui s'assurait que rien ne s'effondrait. Mes professeurs m'aimaient bien, mais pas de la même manière qu'ils l'adoraient. Je ne faisais jamais de scène, je ne demandais jamais d'attention, jusqu'au jour où Monsieur Renaud m'a remarqué. C'était mon professeur de français en seconde, un homme aux yeux bienveillants et à la tasse de café en permanence tachée sur le bord. Un après-midi, il nous a rendu nos dissertations sur le sujet le prix du silence dans la société moderne. J'avais écrit la mienne la veille, y mettant tout mon cœur sans m'en rendre compte. Quand il a posé la feuille sur mon bureau, j'ai vu une seule phrase écrite à l'encre rouge en haut. Voyez-moi après le cours. Je suis resté pendant que tout le monde sortait en traînant les pieds, le cœur battant la chamade. Il s'est appuyé contre son bureau, tenant ma dissertation dans une main. Ça, dit-il en agitant légèrement les pages, ce n'est pas juste un devoir. C'est une voix. J'ai ouvert la bouche, ne sachant pas quoi répondre, mais il a continué. Vous écrivez comme quelqu'un qui a vu des choses dont elle n'est pas censée parler. Ce n'est pas une mauvaise chose, Isabelle. C'est courageux. Je l'ai regardé, sans voix. Personne n'avait jamais décrit mes mots de cette façon. Il a tourné à la dernière page, tapotant son stylo contre un paragraphe. Vous pensez petit parce qu'ils vous font vous sentir petite, dit-il doucement. Mais votre place n'est pas dans le coin de la pièce. Votre place est là où les gens peuvent vous entendre. J'ai senti quelque chose se coincer dans ma gorge, comme une porte qui se déverrouillait doucement. Avez-vous déjà pensé à postuler dans une grande université ? A-t-il demandé. La Sorbonne peut-être. Ou une autre, un endroit qui vous permette de vous épanouir. J'ai ri nerveusement. La Sorbonne ? C'est impossible. Nous ne connaissons même personne qui y soit allé. Il a souri, imperturbable. Tous les élèves que j'ai vus accomplir de grandes choses ont commencé par penser que c'était impossible. Je vous écrirai une recommandation si jamais vous décidez d'essayer. Cette nuit-là, j'ai écrit sur cette conversation dans le carnet de grand-mère. Les mots coulaient comme de l'eau. Il a dit, ma place est là où les gens peuvent m'entendre. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Peut-être qu'un jour, je le saurai. J'ai relu cette phrase encore et encore, comme si la répétition pouvait me faire y croire. Quand j'ai parlé de la suggestion de Monsieur Renaud à mes parents, maman a ri légèrement. La Sorbonne, c'est à Paris. Ma chérie, on ne peut pas se permettre ce genre de rêve. Papa a ajouté sans lever les yeux de son téléphone. Il faut être réaliste. Regarde d'abord les universités locales. Camille voudra peut-être utiliser la voiture l'année prochaine et nous devrons nous organiser en fonction de ça. Camille, avachie sur le canapé, a ricané. Paris, c'est pour les stars de cinéma, Isabelle, pas pour les intellos. J'ai fait semblant de hausser les épaules, mais plus tard dans la nuit, je me suis assise à mon bureau, le site de la Sorbonne brillant sur l'écran de mon ordinateur portable. Les photos du campus semblaient irréelles. Le soleil se déversant à travers les cours intérieures, des toits d'ardoise sur un ciel bleu, des étudiants marchant sous des arches en pierre, des carnets à la main. C'était comme un univers différent, un univers où des gens comme moi pourraient enfin être vus. J'ai ouvert le carnet de grand-mère et j'ai posé mon stylo sur la page. Peut-être que impossible signifie simplement quelque chose que personne d'autre dans cette maison n'a encore essayé. L'encre a un peu bavé, sombre et stable. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé plus dur que jamais.
Je suis resté après l'école, j'ai rejoint le club de débat, j'ai participé à des concours de rédaction, tout ce qui permettait à ma voix d'exister en dehors des murs de notre salon. Monsieur Renaud a tenu sa promesse. Je serai votre première lettre de recommandation, a-t-il dit un après-midi, me tendant une enveloppe avec sa signature déjà inscrite sur le rabat. Je ne savais pas alors que ce simple acte changerait tout. Quand grand-mère est revenue cet été-là, je lui ai montré l'enveloppe et je lui ai parlé de mon rêve. Elle a souri, fière et mélancolique à la fois. La Sorbonne, dit-elle doucement, comme si elle goûtait le mot. Ça te plaira là-bas. Beaucoup de place pour les grandes pensées. Puis elle a tendu la main, touchant ma joue. Ils ne comprendront pas tout de suite, Isabelle. Les gens le font rarement quand on dépasse la version qu'ils ont de nous. Mais ne laisse pas ça t'arrêter. Écris ton histoire, même si tu dois l'écrire seul. Cette nuit-là, je me suis endormi avec son carnet ouvert à côté de moi, la faible odeur de cèdre dans l'air, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose de nouveau fleurir doucement en moi, pas de la rébellion, ni même de l'espoir. C'était de la détermination. La première fois que j'ai vu l'allée des Platanes, le soleil se couchait derrière la rangée d'arbres qui s'étendait à l'infini vers le cœur de la Sorbonne. Tout brillait d'or et de rouge, la couleur d'un rêve qui avait enfin pris forme. Je suis resté là un instant, ma valise à côté de moi. Le vent chaud portait la faible odeur de la ville et des nouveaux départs. Au loin, la tour de l'horloge se dressait comme un gardien vigilant, sa cloche résonnant doucement à travers le campus. Mes mains tremblaient. Des mois de dissertation, d'entretien et de nuits blanches à remplir des dossiers m'avaient en quelque sorte mené ici. En franchissant le portail voûté, j'ai murmuré, « Tu l'as fait ». Pas assez fort pour que quiconque l'entende, juste assez pour que la version de moi qui se cachait autrefois derrière la lumière de Camille sache qu'elle avait survécu. Le jour de l'emménagement était un chaos. Des familles posaient pour des photos sous l'arche de la Sorbonne. Des parents pleuraient sur les épaules les uns des autres, et des étudiants s'étreignaient comme s'ils savaient déjà qu'ils se souviendraient de ce moment pour toujours. Je me tenais un peu à l'écart de tout ça, serrant le carnet en cuir usé que grand-mère Lydie m'avait donné. Mes parents n'étaient pas venus, bien sûr. La veille, maman avait dit qu'elle essaierait de venir après le spectacle de danse de Camille, mais je savais qu'elle ne le ferait pas. « Tu es indépendante », avait-elle dit comme si c'était un compliment. Ça ressemblait plus à une raison de ne pas venir. Ma colocataire, Léa Dubois, est arrivée tard cet après-midi-là, traînant 3 valises dépareillées et un étui à guitare. Elle a fait irruption dans la chambre, les cheveux attachés en un chignon désordonné et la musique s'échappant de ses écouteurs. « Salut, je suis Léa. Oh mon Dieu, on a la bonne vue. » Elle a montré la fenêtre donnant sur la cour principale, puis s'est tournée vers moi. « Tu es Isabelle, c'est ça ? J'ai lu ton nom sur la porte. Jolie écriture. Tu as l'air calme. S'il te plaît, dis-moi que tu es calme. J'ai besoin d'une colocataire calme. » J'ai ri, surprise par la facilité avec laquelle on pouvait l'aimer. Léa avait cette façon de remplir le silence sans l'encombrer. Au dîner, nous avions déjà partagé la moitié de nos histoires de vie et un sachet de nouilles instantanées cuites dans la cuisine commune. Ça avait le goût de sel et d'épuisement, mais je ne pense pas m'être jamais sentie aussi contente. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de découvertes. Le matin sentait le café et l'ambition. Les étudiants se précipitaient entre la bibliothèque Sainte-Geneviève, la chapelle et la faculté des sciences, leurs visages rayonnants de détermination. J'ai rapidement trouvé mon rythme. Des cours la journée, des petits boulots à la bibliothèque le soir, des devoirs qui s'étiraient au-delà de minuit. Parfois, je traversais la cour juste pour respirer, les étoiles au-dessus, nettes et claires comme les promesses que je m'étais faites. J'avais une vie maintenant, une que personne à la maison ne pouvait imaginer. Mais la fierté que je ressentais était toujours assombrie par quelque chose de plus discret, une solitude qui s'insinuait quand le campus devenait silencieux. Il y avait des moments où l'éclat de la réussite ne m'atteignait pas. Quand tout le monde semblait appartenir à un cercle invisible dont je ne faisais pas partie. Le week-end, les parents de Léa appelaient pour prendre des nouvelles. Je pouvais l'entendre rire à travers les minces murs du dortoir. Je mettais mes écouteurs et faisais semblant d'écouter de la musique en lisant des manuels de sciences des données. Chaque formule était une autre façon de mettre de l'ordre dans le chaos de l'invisibilité. À la bibliothèque, je rangeais des livres jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Ma carte d'étudiante pendait à un cordon rouge effiloché. J'aimais le silence là-bas, l'odeur du papier et de la poussière,
la façon dont les sons s'adoucissaient contre les hauts plafonds. Cela me rappelait le silence qui me faisait mal autrefois. Seulement maintenant, il était différent. Ce silence était le mien. Parfois, après la fermeture, je m'asseyais près de la grande fenêtre donnant sur la cour, j'ouvrais le carnet de grand-mère et j'écrivais. J'ai construit une vie que personne ne s'est soucié de voir, mais elle est quand même la mienne. Léa et moi sommes devenus proches au fil des mois. Elle étudiait la sociologie et avait un rire qui pouvait faire trembler toute la pièce. Les soirs où l'épuisement me frappait durement, elle me lançait une tasse de café instantané et disait « Allez, Moreau. Personne ne change le monde le ventre vide. » Elle m'a parlé de sa famille, bruyante, aimante, pleine de disputes et d'affection. Et je lui ai parlé de la Normandie, de Camille, de la façon dont j'écrivais parce que c'était le seul endroit où je pouvais exister. Elle a écouté sans pitié, ce qui m'a fait lui faire encore plus confiance. Un soir, elle a dit « Tu sais ce que j'aime chez toi, Isabelle ? Tu construis des choses, pas seulement des machines ou du code. Tu construis des moyens de survivre. » Il y avait d'autres personnes qui me remarquaient aussi. Des professeurs qui voyaient du potentiel. Des camarades de classe qui admiraient ma précision, mais je n'ai jamais vraiment baissé ma garde. Le succès me semblait fragile, comme quelque chose qui pouvait disparaître si je détournais le regard trop longtemps. Chaque découverte tard dans la nuit était un acte de défi silencieux, la preuve que je pouvais compter sans la permission de personne. Pourtant, parfois, je voyais des parents visiter le campus, portant des colis, prenant des photos sous les arches, et je ressentais cette douleur familière. Quand la mère de Léa m'a envoyé une petite boîte de biscuits après avoir appris que j'avais excellé à un examen, j'ai presque pleuré. Je l'ai remerciée, bien sûr, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est, je ne savais pas que l'amour pouvait être aussi simple. L'hiver est arrivé doucement cette première année. Les arbres le long de l'allée des platanes sont devenus d'un or pâle avant que la pluie ne s'installe. Un soir, en rentrant de cours sous mon parapluie, je suis passé devant la chapelle juste au moment où la chorale répétait. Leur voix flottait à travers les portes ouvertes, chaude et résonnante. Je me suis arrêté, regardant la lumière se répandre sur la pierre humide. Pendant une seconde, j'ai souhaité que ma famille puisse voir ça, pas pour les impressionner, mais pour prouver que j'étais là, vivant une vie à la fois belle et dure. Puis j'ai réalisé que peu importait s'ils le faisaient un jour. La preuve était en moi, dans le fait que je continuais à me présenter, même quand personne d'autre ne le faisait. À la fin de cette première année, mon monde était devenu plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. Pourtant, tard dans la nuit, quand les lumières du campus s'éteignaient et que tout le monde dormait, je murmurais encore la même chose que le premier jour au portail. Tu l'as fait. Parfois, je le disais comme une victoire. D'autres fois, comme une prière. C'est durant ma deuxième année que j'ai rencontré le professeur Gabriel Lambert, l'homme qui, sans le savoir, allait changer la direction de ma vie. Je m'étais inscrite à son cours, éthique et algorithme, principalement par curiosité. La salle était toujours pleine, des ingénieurs, des sociologues, même des étudiants en médecine, tous attirés par sa façon de faire sonner les données comme de la poésie. Il avait une intensité tranquille, le genre qui faisait que les gens se penchaient en avant quand il parlait. Un après-midi après le cours, il m'a arrêté alors que je rangeais mon sac. « Vous avez écrit dans votre devoir », dit-il en feuilletant les pages. « La technologie ne devrait jamais décider qui a le droit d'être vu. » Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je me suis figé un instant, ne sachant pas si c'était une question piège. Je voulais dire, ai-je commencé prudemment, que le code est écrit par des gens, et que les gens ont des préjugés. Si nous ne les vérifions pas, nous finissons par amplifier l'invisibilité au lieu de la corriger. Il a alors souri, lentement et avec approbation. C'est une meilleure réponse que celle de la plupart des étudiants en master. Je lance un petit projet de recherche ce trimestre, l'IA pour l'équité médicale. Nous étudions comment utiliser les données pour distribuer équitablement les fournitures médicales dans les cliniques rurales de Provence. Ça vous intéresse? J'ai dit oui avant même de comprendre à quoi je m'engageais. Cette semaine-là, j'ai rejoint un petit groupe hétéroclite d'étudiants, 2 ingénieurs, un étudiant en médecine et moi entassés dans un laboratoire qui sentait légèrement la soudure et le café brûlé. Le professeur Lambert nous a expliqué que l'objectif était simple mais urgent. Pendant les incendies de forêt et les sécheresses, les fournitures médicales se retrouvaient souvent coincées dans le même goulot d'étranglement, trop dans les zones riches, pas assez là où les gens mouraient. Nous construisons un algorithme, a-t-il dit, qui écoute les gens qu'on n'entend jamais. La phrase m'a frappé comme une pulsation.
Pour la première fois, le codage ne me semblait pas mécanique. Il me semblait humain. Les débuts ont été désordonnés. Nous passions des nuits à regarder des feuilles de calcul, à nous disputer sur des modèles, à boire du café tiède des distributeurs automatiques. Je n'étais pas la plus bruyante de la pièce, mais j'étais celle qui restait le plus tard. Lentement, le professeur Lambert a commencé à compter sur moi pour les détails que les autres négligeaient. « Vous voyez les angles morts » m'a-t-il dit un jour. C'est là que se cache l'équité. Au fur et à mesure que le semestre avançait, je me suis retrouvé à diriger de petites tâches, puis des réunions, et finalement toute la coordination entre les côtés ingénierie et médical. Ce n'était pas par ambition. C'était de la survie. Le même instinct qui m'avait fait avancer toute ma vie. J'avais appris à maintenir les choses ensemble quand personne d'autre ne remarquait les fissures. Maintenant, cette compétence comptait enfin. Léa en plaisantait constamment. « Tu plies, mais tu ne casses pas », a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur le sol du dortoir, entourés de pizzas à moitié mangées et d'ordinateurs portables ouverts. « Tu es comme un élastique humain. Tu te reposes jamais ?» J'ai souri. « Le repos, ça coûte cher. » Elle m'a regardé, les yeux s'adoucissant. « Un jour, tu apprendras qu'il est permis d'être fier à voix haute. » Peut-être qu'elle avait raison. Mais à l'époque, la fierté me semblait encore un luxe, quelque chose pour lequel je n'avais pas encore obtenu la permission. Notre projet a attiré l'attention plus vite que prévu. Une organisation de santé locale en a entendu parler et a proposé de piloter l'algorithme dans 2 cliniques rurales. La première fois que j'ai vu notre programme allouer réellement des ressources insulines, antibiotiques, masques aux endroits qui en avaient le plus besoin, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas comme gagner un concours ou exceller à un examen. C'était plus silencieux, plus profond. J'avais aidé à créer quelque chose qui voyait les gens. Quand les résultats sont arrivés, le professeur Lambert m'a appelé dans son bureau. Ses murs étaient tapissés de livres et de vieilles photographies des hôpitaux, des manifestations, des visages de personnes dont les histoires étaient devenues des statistiques. Il m'a fait signe de m'asseoir. « Vous me rappelez quelqu'un » dit-il. Une étudiante que j'ai eue autrefois, qui pensait qu'elle devait mériter son droit d'exister dans chaque pièce. Elle s'est épuisée à prouver qu'elle avait sa place. Il a fait une pause, son regard fixe. « Ne faites pas ça, Isabelle. Vous avez déjà votre place. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai hoché la tête. Mais cette nuit-là, en marchant le long de l'allée des Platanes, j'ai longuement réfléchi à ces paroles. L'appartenance n'était pas quelque chose que j'avais jamais ressenti comme un dû. C'était quelque chose que je construisais, pièce par pièce, comme une machine qui ne fonctionnait que si je n'arrêtais jamais de tourner les engrenages. L'année suivante, je suis devenue présidente de l'Organisation des femmes en technologie. L'ironie ne m'a pas échappé. La fille qui se cachait autrefois à la bibliothèque dirigeait maintenant des ateliers sur la confiance et le leadership. Je me tenais devant des salles pleines de femmes qui me ressemblaient, qui parlaient doucement, qui s'excusaient avant de parler. Et je leur disais, vous n'avez pas besoin d'être bruyante pour être entendue. Vous devez juste continuer à vous présenter. Chaque fois que je le disais, j'avais l'impression de parler à mon moi plus jeune. Léa venait à presque tous les événements, applaudissant plus fort que n'importe qui d'autre. « Regarde-toi » a-t-elle dit un soir, son sourire large alors que nous retournions au dortoir. « Tu aides les filles à trouver leur voix tout en faisant semblant de ne pas avoir trouvé la tienne. » J'ai ri en secouant la tête. Je suis encore en train de découvrir à quoi elle ressemble. « Quoi qu'il en soit, » dit-elle en me donnant un coup d'épaule, « ça vaut le coup de monter le volume. » Le projet avec le professeur Lambert a dépassé le cadre du campus. Les médias s'en sont emparés, l'appelant et l'initiative d'approvisionnement équitable. Les dons ont afflué. Nous avons étendu notre projet pilote à des cliniques en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. J'ai passé mes week-ends à voyager avec l'équipe, à enseigner aux bénévoles locaux comment utiliser le système. Parfois, je voyais des mères faire de longues files d'attente devant ces petites cliniques, serrant des ordonnances qu'elles pouvaient enfin remplir. Leur gratitude était silencieuse, mais elle remplissait un espace en moi qui était vide depuis des années. C'est lors d'un de ces voyages, assise à l'arrière d'une camionnette poussiéreuse pleine d'ordinateurs portables, que j'ai réalisé quelque chose. Le succès ne consistait pas à échapper à l'invisibilité. Il s'agissait d'aider les autres à être vus. Pendant si longtemps, j'avais essayé de prouver que j'étais suffisante. Maintenant, je voulais juste m'assurer que quelqu'un d'autre n'aurait pas à le faire.
Quand je suis revenu sur le campus ce printemps-là, j'ai traversé la cour au coucher du soleil, la lumière baignant tout d'or. Des étudiants passaient en hâte, riant, vivant dans leurs propres histoires. Pour la première fois, je ne me sentais pas séparé d'eux. Je ne me sentais pas petite. Je me suis assise sous un arbre, j'ai ouvert le carnet en cuir de grand-mère et j'ai écrit « Ils ne m'ont jamais vu, et peut-être qu'ils ne me verront jamais, mais maintenant, je vois les autres. » C'est peut-être ça, la vraie victoire. J'ai fermé le carnet, laissant les pages attraper la brise chaude. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à l'aune de la reconnaissance, des chaises vides laissées derrière moi. Mais ici, entouré d'inconnus dont la vie avait discrètement changé grâce à quelque chose que j'avais aidé à construire, j'ai enfin compris. Il ne s'agissait pas d'être vu. Il s'agissait de voir. C'est arrivé un mardi soir, fin avril, alors que le campus était enveloppé dans ce calme agité qui ne précède que la saison des remises de diplômes. J'étais assise dans la salle d'études de la bibliothèque Sainte-Geneviève, entourée de tasses de café vides et d'ébauches à moitié terminées de mon mémoire de recherche. Le bourdonnement du distributeur automatique était le seul son qui restait, et la lueur de mon ordinateur portable projetait de longues ombres fatiguées sur la table. J'étais sur le point de ranger mes affaires quand une nouvelle notification est apparue dans le coin de l'écran. Objet, félicitations, Isabelle Moreau. Vous avez été sélectionnée pour le prix du président de la Sorbonne. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était une erreur. Mon premier instinct a été de vérifier l'expéditeur, m'attendant à moitié à une arnaque ou à une erreur automatisée, mais ce n'était pas le cas. Le message venait du bureau du président, Université de la Sorbonne, estampillé du sceau pourpre. Je l'ai relu 3 fois, mon cœur battant si fort qu'il noyait tout le reste. Point pour une réussite académique extraordinaire et des contributions durables à l'équité communautaire, disait-il, vous avez été choisi comme lauréate du prix du président de cette année. Ma main est montée à ma bouche. La pièce m'a soudain semblé plus petite, l'air plus lourd. J'ai ri doucement, le genre de rire qui sonne comme l'incrédulité et l'épuisement qui se heurtent. Puis j'ai pleuré, pas bruyamment, juste tranquillement, comme j'avais appris à tout ressentir en silence. J'ai fait défiler l'email jusqu'en bas et j'ai vu la ligne qui m'a coupé le souffle un instant. Vous serez honoré lors de la cérémonie annuelle au Grand Amphithéâtre. Veuillez préparer un court discours d'acceptation, 5 minutes ou moins. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Le Grand Amphithéâtre, la même salle où, des années auparavant, j'avais été placeuse pour une autre récompense, applaudissant des noms qui n'étaient pas le mien. Cette fois, ce serait différent. Léa a fait irruption dans la salle quelques minutes plus tard après avoir vu mon texto. Je l'ai eu. Elle est arrivée en courant en pantalon de pyjama, les cheveux en désordre, les yeux écarquillés. Tu as eu le prix du président, a-t-elle crié, trop fort pour minuit. J'ai hoché la tête, encore hébété. Oh mon Dieu, Isabelle, a-t-elle glappi en me serrant si fort que j'ai failli laisser tomber mon ordinateur portable. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? C'est comme le prix Nobel des étudiants de la Sorbonne. J'ai souri à travers mes larmes. Je ne pensais pas qu'il me remarquerait. Mais Léa a secoué la tête. Tu as aidé le monde à se remarquer lui-même. Bien sûr qu'ils t'ont remarqué. Cette nuit-là, bien après qu'elle soit retournée au dortoir, j'ai marché seul jusqu'au grand amphithéâtre. Le campus était vide, les fontaines murmurant doucement au loin. Je me suis tenu au pied des larges marches de pierre, les mêmes que des générations d'étudiants avaient gravi avant moi, et j'ai chuchoté dans l'air frais. Des sièges vides aux portes ouvertes. Les mots sont sortis avant même que je réalise que je les disais. Peut-être un titre, peut-être une prière. J'ai poussé la lourde porte et je suis entré. L'amphithéâtre sentait légèrement le bois poli et l'histoire. Les rangées de sièges en velours rouge s'étendaient comme une mer d'attente, et les lumières de la scène étaient tamisées en une douce lueur ambrée. J'ai descendu lentement l'allée, le cœur battant, et j'ai monté les marches jusqu'à la scène. Là, sous le seul projecteur, j'ai imaginé le moment où mon nom résonnerait dans la salle. Récipiendaire du prix du président de la Sorbonne, Mademoiselle Isabelle Moreau. Ma voix tremblait alors que je m'entraînais à voix haute, bien que personne ne soit là pour entendre. Bonsoir, ai-je murmuré au vide. Quand ils ne nous voyaient pas, nous avons appris à nous voir les uns les autres. Les mots se sont installés dans le silence comme s'ils y avaient leur place. J'ai continué, parlant à des visages invisibles, à chaque version de moi qui avait été ignorée. Je suis ici non pas parce que j'ai été choisi en premier, mais parce que j'ai refusé de cesser de me présenter en dernier.
Parce que le succès ne consiste pas à être vu. Il s'agit de créer la vue pour les autres. Le son de ma voix a rempli l'espace. Doux mais stable. Un instant, j'ai imaginé grand-mère Lydie assise quelque part au premier rang, les mains jointes, les yeux brillants. Je pouvais presque l'entendre le dire, de la même manière qu'elle le faisait toujours quand la vie me surprenait. Certaines portes s'ouvrent silencieusement, mais elles s'ouvrent quand même. Quand j'ai quitté l'amphithéâtre, l'air de la nuit était frais et tendre. Je suis resté assise sur les marches pendant un long moment, regardant le vent doux faire onduler les feuilles des platanes qui bordaient la cour. Le ciel était d'un indigo profond, le genre de quiétude qui vous fait croire que le monde écoute. Mon téléphone a vibré, puis un texto de grand-mère. Impossible de dormir. Quelque chose me dit que tu as eu de bonnes nouvelles ce soir. J'ai souri en tapant en retour. Tu sais toujours tout. Je t'appelle demain matin. Sa réponse est arrivée instantanément. Certaines portes s'ouvrent silencieusement, mais elles s'ouvrent quand même. Traverse-les, ma fille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. Je suis resté près de la fenêtre de ma chambre d'étudiante, regardant l'aube saigner à l'horizon, colorant le monde de rose et d'or. L'email était toujours ouvert sur mon ordinateur portable, les mots « Félicitations, Isabelle Moreau » brillant doucement dans le noir. Cela ne ressemblait pas à une ligne d'arrivée. Cela ressemblait au début de quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'avais pas encore tout à fait nommé. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à l'aune de ceux qui ne venaient pas, des chaises vides qui marquaient mes étapes importantes. Mais alors que la lumière du matin se déversait sur mon bureau, j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. Le monde avait ouvert sa porte. Oui, mais ce n'était pas le monde qui m'avait fait la franchir. Je l'avais ouverte, centimètre par centimètre, depuis le début. 2 semaines avant la cérémonie, alors que les jacarandas autour du campus commençaient à fleurir en violet, mon téléphone a vibré avec un message qui aurait dû me faire mal, mais qui ne l'a pas fait. J'étais assise sous l'arche près de la cour principale, ordinateur portable ouvert, finalisant mes diapositives pour la cérémonie. La lumière de l'après-midi chatoyait contre les murs de grès, chaude et calme. Puis l'écran s'est allumé. Maman, nous sommes trop occupés à aider ta sœur à déménager ce week-end. On fêtera ça plus tard, ma chérie. Je t'aime. Je l'ai lu 2 fois, peut-être 3, attendant que la vieille douleur monte, cette douleur familière qui me vidait de l'intérieur, mais elle n'est pas venue. J'ai juste fixé le message, regardant la petite bulle de texte pulser sur l'écran. Aider ta sœur à déménager. C'était la raison cette fois. Les mots semblaient assez ordinaires, polis même, mais je pouvais voir le motif derrière eux, la répétition silencieuse de l'absence déguisée en empressement. Le déménagement de Camille était devenu leur événement, leur centre de gravité, l'orbite qui les éloignait toujours de moi. Pendant un instant, j'ai pensé à répondre avec quelque chose de long, d'honnête. Ce n'est pas grave. Vous avez manqué toutes les versions de ce moment auparavant, alors pourquoi s'arrêter maintenant? Mais la pensée est passée rapidement. J'ai tapé 2 mots à la place. Ce n'est pas grave. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur le banc à côté de moi, regardant 2 étudiants passer à vélo, leur toge de fin d'études flottant derrière eux comme des ailes. Il n'y avait pas de colère cette fois, pas de main tremblante ni de larmes silencieuses, juste de l'immobilité, le genre qui vient quand on a dépassé le besoin d'être compris. J'ai souri légèrement, non pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que je savais enfin que ça ne me définissait plus. Ce soir-là, après ma dernière répétition au grand amphithéâtre, je me suis dirigé vers la tente d'inscription où ils confirmaient les invités familiaux pour la cérémonie de remise des prix. La coordinatrice a levé les yeux de son presse-papier. « Bonjour, non, Isabelle Moreau », ai-je dit en faisant glisser ma carte d'identité sur la table. Elle a parcouru la liste et a souri. « Félicitations, vous êtes sur la liste du prix du président. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 invités pour les sièges familiaux. » J'ai fait une pause un instant, le stylo planant au-dessus du formulaire. 3, ai-je répété doucement, en y réfléchissant. Puis, une par une, j'ai rempli les lignes. Siège 1, Lydie Moreau, invitée de la famille. Siège 2, Léa Dubois, amie. Siège 3, ligne blanche. La femme m'a regardé. Voulez-vous que je laisse le 3e nom vide? J'ai hoché la tête. Oui, mais pourriez-vous le marquer avec quelque chose? Bien sûr, dit-elle, curieuse. Une note? J'ai pris une profonde inspiration.
Veuillez l'étiqueter réservé pour qui viendra. Elle a incliné la tête, souriant à moitié, mais n'a pas posé de questions. C'est noté. Le lendemain, je suis allé chez un petit fleuriste de la rue des Écoles, le genre d'endroit qui sentait la pluie et la mémoire. Le fleuriste, un homme âgé et doux aux doigts tachés d'encre, m'a demandé à quoi servaient les fleurs. Je lui ai dit que c'était pour un siège qui resterait vide. Il a cligné des yeux, pensif. Alors, il vous faudra quelque chose qui se tienne fièrement mais en douceur, a-t-il dit. Quelque chose qui ne se fane pas sous les lumières. Je l'ai regardé assembler le bouquet. Des tulipes blanches pour la sincérité et des dahlias rouges pour la dignité et la force. Il les a attachées avec un ruban rouge cardinal, de la même teinte que le sceau de la Sorbonne. Quand il me l'a tendu, le bouquet semblait léger mais délibéré, comme un message écrit en couleur. Pour qui sont-elles, a-t-il demandé doucement. Pour quiconque décidera enfin de venir, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai ramené les fleurs à ma chambre et je les ai placées sur le rebord de la fenêtre, à côté du carnet en cuir de grand-mère. Léa est entrée et s'est figée à mi-chemin. Ça va, a-t-elle demandé, remarquant le bouquet. Oui, ai-je dit en tournant légèrement les tiges pour que le ruban attrape la lumière de la lampe. C'est pour la cérémonie. J'ai enregistré 3 sièges. Tes parents? J'ai souri légèrement. Non, grand-mère, toi, et un qui restera ouvert. Léa a froncé les sourcils, s'approchant. Tu veux dire, symboliquement? Exactement. Ce n'est pas un rappel de qui n'est pas venu. C'est pour qui est venu, et pour quiconque pourrait venir un jour. Elle a hoché la tête lentement, la compréhension s'épanouissant sur son visage. C'est en fait magnifique. Grand-mère me disait toujours, ai-je dit doucement, certaines portes s'ouvrent silencieusement, mais elles s'ouvrent quand même. Je suppose que j'en laisse une ouverte aussi. Nous sommes restés là un moment, les lumières du campus scintillant derrière la fenêtre, les tulipes brillant d'un blanc pur contre la nuit. J'ai été frappé par la paix qui régnait. Pas de ressentiment, pas de désir, juste de la gratitude. Quand j'ai envoyé un texto à grand-mère plus tard pour confirmer son vol, elle a répondu en quelques minutes. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'apporte mon manteau bleu et mon cœur. Puis un autre message a suivi juste après. Garde un siège ouvert, ma chérie. Tout le monde n'arrive pas à l'heure, mais parfois, ils arrivent. Je ne savais pas si elle parlait de mes parents ou de la vie elle-même. Peut-être des deux. Le lendemain matin, j'ai écrit dans son carnet, certaines chaises restent vides pour nous rappeler que l'amour, quand il vient, devrait toujours avoir un endroit où s'asseoir. Puis j'ai fermé la couverture, j'ai noué le ruban cardinal autour et je l'ai posé à côté du bouquet. Les fleurs étaient pour eux, mais la paix, enfin, était mienne. Le matin de la cérémonie s'est levé, clair et doré, le genre de matin parisien qui semblait fait pour la mémoire. Les cloches de la chapelle ont commencé à sonner à travers la cour, leur son roulant dans l'air vif comme une promesse. Des rangées d'étudiants en robes écarlates bordaient le chemin vers le grand amphithéâtre, leur rire résonnant sous les arches de pierre. Les photographes se faufilaient entre les familles. L'orchestre s'accordait à l'intérieur, le bourdonnement des cordes montant jusqu'à l'ouverture familière de la marche solennelle. Je me tenais juste derrière les portes principales, mes mains serrées autour du vieux carnet en cuir de grand-mère Lydie. Mes paumes étaient moites, bien que la matinée soit fraîche. Je pouvais entendre le son étouffé de la foule qui se rassemblait, le bruissement des programmes, les acclamations occasionnelles lorsqu'une autre famille trouvait ses places. J'étais passé devant ce bâtiment des milliers de fois, mais jamais ces vitraux n'avaient semblé aussi vivants. La lumière s'y déversait maintenant, se brisant en éclats de pourpre et d'or qui dansaient sur le sol de marbre. Léa a été la première à me repérer en coulisses. Elle s'est précipitée, serrant son appareil photo. Prête, a-t-elle chuchoté, les yeux brillants. Autant que je puisse l'être, ai-je dit en forçant un petit rire. Ta grand-mère est déjà assise, a-t-elle dit. Premier rang. On dirait qu'elle a attendu ce moment toute sa vie. J'ai souri. C'est un peu le cas. Quand la voix de l'annonceur a retenti dans la salle, bienvenue à la cérémonie de remise du prix du président de la Sorbonne, un silence a parcouru l'amphithéâtre. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau juste une seconde, assez longtemps pour voir les 3 sièges que j'avais réservés. Grand-mère Lydie dans son manteau bleu pâle, ses cheveux argentés attrapant la lumière. Léa assise à côté d'elle, l'appareil photo sur ses genoux, mimant quelque chose qui ressemblait à « Tu vas y arriver ». Et entre elles, le 3e siège, vide,
couronné des tulipes blanches et des dahlias rouges nouées de ce ruban cardinal. La climatisation faisait légèrement trembler les pétales, comme s'ils respiraient. Alors que l'orchestre commençait sa marche majestueuse, les portes se sont ouvertes et la foule s'est levée. Le son de la musique a rempli la salle, lent, inévitable. J'ai marché avec les autres lauréats le long de l'allée, le poids de la robe frôlant mes talons, les lumières de la scène brillant comme un lever de soleil devant moi. Quand j'ai atteint ma place sur scène, j'ai levé les yeux et elle était de nouveau là, cette chaise vide. Pas une blessure cette fois, mais un repère. Des noms ont été lus, des prix remis, des applaudissements enflants et s'estompant. Et puis, enfin, j'ai entendu le mien. Point le prix du président de la Sorbonne 2024 pour un leadership exceptionnel et un impact public, Mademoiselle Isabelle Moreau. Les applaudissements ont éclaté comme une vague. Je me suis levé lentement, les jambes tremblantes, et j'ai marché jusqu'au pupitre. Les lumières de la scène m'ont frappé en plein visage, chaudes, aveuglantes, miséricordieuses. Un instant, le bruit s'est estompé, remplacé par le flux de sang dans mes oreilles. J'ai pensé aux mots de grand-mère. Certaines portes s'ouvrent silencieusement, mais elles s'ouvrent quand même. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté le microphone et j'ai commencé. Bonjour, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le pensais. Si vous regardez attentivement aujourd'hui, vous remarquerez peut-être quelque chose de petit, quelque part dans cette mer de visages fiers. Il y a une chaise vide. Une ondulation a parcouru le public, les gens bougeant, jetant des regards. Je pensais autrefois que les chaises vides signifiaient l'échec, ai-je continué doucement. Que personne ne se souciait assez pour les remplir. Mais au fil des ans, j'ai appris que parfois, elles signifient tout autre chose. Parfois, elles signifient que vous vous êtes présenté pour vous-même. J'ai fait une pause. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il était à l'écoute. J'ai grandi dans une petite ville où être silencieuse était plus facile qu'être vu. Où l'on apprend très tôt que l'amour peut être conditionnel et les applaudissements sélectifs. Je croyais que le succès, c'était quand les gens qui vous ignoraient finissaient par vous remarquer. Mais la vie a une façon de vous apprendre le contraire. Mes yeux se sont tournés vers le premier rang. Grand-mère était assise, parfaitement immobile, ses mains jointes sur sa canne, ses yeux brillants. Léa a lentement levé son appareil photo. Entre elles, le bouquet semblait scintiller sous la lumière. Quand personne ne vous garde une place, ai-je dit, construisez-en une. Et puis ajoutez d'autres chaises pour ceux qui sont encore debout. Un faible murmure d'approbation a parcouru la salle. J'ai continué. Je ne suis pas venu à la Sorbonne pour être choisi. Je suis venu ici parce que j'étais fatigué d'attendre d'être choisi. J'ai appris que le succès ne consiste pas à être sélectionné, il s'agit de sélectionner. Choisir de continuer. Choisir de voir les autres quand personne ne vous voyait. Choisir la gentillesse quand le silence pourrait être plus facile. Je sentais la boule se former dans ma gorge, mais j'ai gardé ma voix égale. Ce prix ne me concerne pas. Il concerne tous ceux qui se sont déjà assis dans un public plein d'inconnus en souhaitant, juste une fois, que quelqu'un qu'ils aimaient les regarde. Il est pour l'étudiant qui a 3 emplois pour payer ses livres. Pour l'agent d'entretien qui laisse les lumières allumées longtemps après notre départ. Pour les mères et les pères qui n'ont pas pu être ici mais qui l'auraient été, si la vie avait été plus clémente. Mes mains tremblaient légèrement, le papier dans ma main palpitant comme des ailes. Je veux vous dire quelque chose que j'ai appris en travaillant sur le projet d'approvisionnement équitable, ai-je poursuivi. Dans chaque ensemble de données, il y a du bruit. Et parfois, dans ce bruit, il y a des histoires que nous négligeons. Des gens qui passent inaperçus. Notre travail n'est pas d'effacer ce bruit. C'est d'écouter plus attentivement jusqu'à ce qu'il devienne de la musique. Le public était silencieux maintenant. Le genre de silence qui semble plein. Alors, si jamais vous vous retrouvez à regarder une chaise vide, ne la laissez pas vous briser. Laissez-la vous rappeler que vous êtes assez fort pour arriver sans applaudissements. Laissez-la vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de qui applaudit quand vous vous levez. Elle dépend de qui vous choisissez d'élever quand vous le faites. J'ai regardé droit vers la caméra, celle qui diffusait en direct sur l'écran de l'amphithéâtre. La lumière rouge de l'enregistrement clignotait comme un battement de cœur. À ma grand-mère, qui m'a appris que le silence peut être une force. Merci. À mon amie Léa, qui m'a vu quand je ne me voyais pas moi-même. Merci. Et à quiconque appartient cette chaise vide, merci aussi. Parce que chaque absence m'a appris la présence.
Ma voix s'est adoucie. Je ne sais pas qui vous attendez aujourd'hui, mais j'espère que vous leur garderez une place quand même. Parce qu'un jour, quelqu'un viendra. Et peut-être que ce sera même vous. J'ai fermé doucement le carnet et je me suis reculé du microphone. Pendant un battement de cœur, il n'y a eu rien, juste de la lumière, juste de l'air, juste le léger bruissement des programmes dans la foule. Puis les applaudissements ont commencé. Petit au début, poli, puis enflant, se propageant comme un feu dans la salle. Les gens se sont levés un par un jusqu'à ce que tout l'amphithéâtre soit debout. Le son m'a submergé par vagues, des acclamations, des applaudissements, des sifflets. J'ai cligné des yeux à travers le flou, et mes yeux ont de nouveau trouvé grand-mère. Elle était debout aussi, des larmes coulant sur ses joues, sa main pressée contre son cœur. À côté d'elle, Léa avait laissé tomber l'appareil photo, s'essuyant les yeux. La chaise vide entre elles brillait doucement sous le projecteur, les tulipes tremblant dans le léger courant d'air des bouches d'aération. C'est l'image que les caméras ont capturée. Le plan qui allait voyager partout. Une jeune femme au pupitre, le bouquet dans le cadre, la grand-mère pleurant à côté. La légende dirait plus tard, quand personne ne vous garde une place, construisez la vôtre. L'orchestre a recommencé. Les notes de la marche solennelle enflant à nouveau, mais cette fois, elles sonnaient différemment. Moins comme une tradition, plus comme un triomphe. La lumière se déversait à travers la verrière au-dessus de la scène, dorant tout. J'ai regardé une fois de plus ce siège vide, puis j'ai souri. Pas le genre de sourire qu'on fait à une caméra, mais celui qu'on se fait à soi-même quand le monde a enfin un sens. À ce moment-là, je ne me sentais pas abandonné ou ignoré. Je me sentais ancré, porté par les applaudissements, la lumière, et tous les fils invisibles qui m'avaient amené ici. J'ai pensé à la fillette de 10 ans avec le mauvais nom écrit sur sa serviette, à l'adolescente du concours scientifique, à l'étudiante travaillant la nuit à la bibliothèque. Elles étaient toutes arrivées sur cette scène ensemble. J'ai murmuré sous le bruit et la musique, on l'a fait. Et quelque part au premier rang, grand-mère a levé la tête vers la lumière et a souri en retour, comme si elle m'avait entendu. Cette nuit-là, après la cérémonie, le campus bourdonnait d'une électricité différente. Le clip avait déjà commencé à se propager avant même que je ne quitte la scène. À minuit, il était partout, retweeté, reposté, intégré dans des montages de discours et de légendes. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, chaque notification se fondant dans la suivante. Je n'en ai ouvert aucune au début. Je me suis juste assise sur les marches du grand amphithéâtre, encore dans ma robe, regardant le vent agiter les pétales des tulipes sur cette chaise vide désormais célèbre. À l'aube, les hashtags avaient commencé à se former. Porte ouverte, discours chaise vide, Isabelle Moreau-Sorbonne. Quelqu'un avait isolé le moment où j'ai dit, quand personne ne vous garde une place, construisez en une. Et puis ajouté d'autres chaises pour ceux qui sont encore debout, et l'avait associé à un plan au ralenti des fleurs tremblant sous la lumière. Il a atteint 1 million de vues en moins de 12 heures. Quand j'ai finalement ouvert mon téléphone, l'écran a explosé de messages. D'anciens camarades de classe, des professeurs, des inconnus, des centaines de personnes me disant qu'ils avaient pleuré en le regardant, qu'ils s'y étaient reconnus. Un instant, je me suis senti légère, comme si toutes les années de silence avaient enfin trouvé leur écho. Et puis, tout aussi soudainement, les noms que j'attendais le moins sont apparus à l'écran. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tout le monde nous demande pourquoi nous n'étions pas là. Papa, tu nous as mis dans l'embarras à la télévision nationale. Camille, tu nous as fait passer pour des sans-cœurs. Tu sais ce que les gens disent de nous? J'ai fixé les messages pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus du clavier. Il fut un temps où j'aurais écrit de longues explications, des mots doux pour leur faire comprendre. Mais cette fois, le silence me semblait plus fort. J'ai éteint l'écran et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Les applaudissements de la veille résonnaient encore quelque part en moi, un rappel que je ne devais de justification à personne pour avoir été vu. En milieu de matinée, les journalistes ont commencé à appeler. L'université a partagé l'enregistrement complet et les informations locales l'ont qualifié de discours qui a brisé le cœur d'Internet. J'ai traversé le campus, les gens me souriaient, me félicitaient. Quelques-uns ont même dit, votre grand-mère est la véritable icône. J'ai ri. Ils avaient raison. Ce soir-là, je me suis retrouvé à composer son numéro. Le téléphone a sonné une fois. Je me demandais quand tu appellerais, a dit grand-mère, sa voix chaude et pleine de savoir. Ils sont furieux, ai-je chuchoté,
regardant les dernières lueurs du coucher de soleil s'estomper derrière la fenêtre de ma chambre. Maman, papa, Camille, ils disent que je les ai humiliés. Grand-mère a gloussé doucement, sans méchanceté. Tu ne les as pas mis dans l'embarras, ma chérie, a-t-elle dit. Tu les as révélés. J'ai laissé les mots s'imprégner, ma gorge se serrant. Elle a continué, son ton stable. Tu vois, la vérité a une façon de briller de sa propre lumière. Certaines personnes prennent cette lumière pour une accusation parce qu'elles ont vécu trop longtemps dans l'ombre. Mais tu n'as pas parlé pour les blesser, Isabelle. Tu as parlé pour te guérir, toi et ceux qui te ressemblent. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. J'ai dégluti difficilement. Penses-tu qu'ils le verront un jour de cette façon? Peut-être, a-t-elle dit. Mais l'amour n'attend pas le moment parfait. Il se présente, tout simplement. La question est, le feront-ils? La ligne est restée silencieuse un moment, le doux grésillement entre nous comme une expiration. Est-ce que je les rappelle, ai-je finalement demandé. Grand-mère a réfléchi un instant, puis a dit, non, ma chérie. Tu les invites à avancer. Que veux-tu dire? Ne te défends pas. Ne cours pas après leur approbation. Donne-leur simplement la chance d'arriver. C'est tout ce que l'amour demande, une place à la table. J'ai souri légèrement, les larmes montant. Alors c'est ce que je ferai. Cette nuit-là, je me suis assise à la petite table de ma cuisine surplombant les lumières du campus et j'ai rédigé un dernier message, ni défensif, ni apologétique, juste simple et clair. À maman, papa et Camille. Je sais que ces derniers jours ont été difficiles à regarder. Peut-être que vous avez eu l'impression que je parlais contre vous, mais ce n'était pas le cas. Je parlais pour les parties de moi qui ont appris à grandir sans vous, et pour tous ceux qui ont déjà ressenti la même chose. Je dîne ici demain à 19h. 4 places. Pas d'excuses. Venez si vous voulez parler, non pas en tant que famille à défendre, mais en tant que personne prête à écouter. Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint le téléphone. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fait les 100 pas dans la pièce après. Je n'ai pas rejoué le message dans ma tête ni ne me suis inquiété de leur réaction. Je suis juste resté assise dans le silence, celui qui ne faisait plus mal, et j'ai laissé la nuit s'installer autour de moi. En bas, dans la cour, les étudiants célébraient encore, leur rire porté faiblement par la fenêtre ouverte. Le monde extérieur avait changé plus vite que je ne pouvais le traiter. Mais à l'intérieur, quelque chose d'encore plus important avait changé. Les mots de grand-mère résonnaient à nouveau, doux comme un battement de cœur. L'amour n'attend pas le moment parfait. Il se présente, tout simplement. Demain soir, je mettrai 4 couverts à table. Un pour elle, un pour Léa, et 2 pour les personnes qui avaient passé leur vie à m'apprendre le sens de l'absence. Qu'ils viennent ou non n'avait pas d'importance. L'invitation suffisait. Et peut-être que c'était enfin la forme la plus vraie de l'amour, laisser la porte ouverte, même pour ceux qui l'avaient autrefois fermée sur vous. La pluie avait commencé à tomber sur Paris au moment où la soirée est arrivée. Douce, hésitante, comme si le ciel n'était pas sûr de devoir pleurer ou simplement respirer. La fenêtre de mon petit appartement donnait sur la cour, son herbe luisant sous les lampadaires. Le monde extérieur semblait lavé, silencieux, le genre de nuit qui appelle à la réflexion plutôt qu'aux mots. À l'intérieur, l'air était chaud et lent. J'ai allumé les bougeoirs en cuivre que j'avais achetés au marché aux puces, j'ai mis la table pour 4 et j'ai versé de la soupe à la tomate dans des bols en céramique qui sentaient encore légèrement l'argile. L'odeur du pain au levain remplissait la pièce, croustillante et réconfortante. J'avais passé tout l'après-midi à me préparer, non pas parce que j'attendais des excuses, mais parce que je voulais que l'espace respire la paix. Chaque détail comptait. La salade de roquettes arrosée d'huile d'olive, la musique douce jouant depuis l'enceinte de la cuisine, la chaise supplémentaire légèrement tirée, comme si elle attendait. Sur son dossier était suspendue une petite pancarte en bois que j'avais sculptée la veille, pour qui viendra. À 19h précise, on a frappé à la porte, pas fort, prudemment, presque incertain. Je me suis essuyé les mains, j'ai calmé ma respiration et j'ai ouvert la porte. Mes parents se tenaient là, encadrés par la lumière jaune du couloir. Maman serrait son parapluie comme un bouclier, ses cheveux humides et striés d'argent. La cravate de papa était de travers, son expression tendue. Camille se tenait légèrement derrière eux, ses yeux allant partout sauf sur moi. « Salut », ai-je dit doucement. « Salut, ma chérie », a murmuré maman. Sa voix a tremblé juste assez pour que ce soit réel.
Nous n'étions pas sûrs que tu le pensais vraiment. Je le pensais, ai-je dit en m'écartant. Entrez. Ils ont hésité, essuyant leurs chaussures sur le paillasson comme s'ils avaient peur de salir quelque chose de sacré. L'odeur de la pluie les a suivis à l'intérieur. Un instant, aucun de nous ne savait quoi faire de ses mains, de son visage, ou des années qui nous séparaient. C'est charmant, a finalement dit maman en regardant les bougies. Tu as toujours eu bon goût. Merci, ai-je dit. La soupe est encore chaude. Asseyez-vous où vous voulez. Nous nous sommes installés autour de la petite table en chêne. La soupe fumait doucement, remplissant le silence. Le seul son était le faible bourdonnement de la pluie contre la vitre. Après quelques cuillerées prudentes, papa s'est raclé la gorge. Tu as bien réussi, Isabelle. Nous avons vu la vidéo. Je m'en doutais, ai-je dit. C'était puissant, a ajouté maman rapidement, comme si elle pouvait lisser des décennies avec de la sincérité. Tout le monde en ville en parle. Je ne l'ai pas écrit pour eux, ai-je dit doucement. Il ne s'agissait pas de la réputation de qui que ce soit. Ils se sont tus tous les deux. Camille fixait sa soupe, ses doigts se resserrant autour de la cuillère. Finalement, j'ai repris la parole. Chaque fois que je vous ai cherché, ai-je dit, ma voix calme mais stable, la chaise est restée vide. La main de maman a tressailli vers sa serviette. Isabelle. Non, ai-je dit doucement. Laisse-moi finir. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi. Je pensais que ça signifiait que je ne valais pas la peine qu'on vienne pour moi, mais maintenant je vois que ça n'avait rien à voir avec moi. Papa a expiré, se penchant en arrière. Ses yeux étaient humides, cependant. Il a cligné des yeux avec force. Je pensais que la force signifiait que tu n'avais pas besoin de nous, a-t-il dit. Tu as toujours semblé si autonome. Je n'avais pas réalisé que c'était le prix à payer pour être invisible. La voix de maman s'est brisée ensuite, fragile comme de la porcelaine. Je pensais qu'être présente pour Camille, c'était être présente pour vous deux. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on pouvait diviser équitablement, comme le temps. Camille a levé les yeux, le regard brillant. Je t'enviais, a-t-elle murmuré. Comment tu pouvais être seule, comment les gens te respectaient pour ça? Je ne savais pas qu'être seul signifiait être dans le silence. Personne n'a bougé pendant un long moment. La pluie tapotait doucement sur la vitre, rythmée et indulgente. J'ai repris ma cuillère, j'ai pris une lente gorgée et j'ai hoché la tête. Je ne suis pas prête à pardonner, ai-je finalement dit en la reposant. Mais je suis prête à m'entraîner à être présente, en commençant par ce soir. Les épaules de maman se sont détendues, le soulagement et le chagrin mêlés dans son souffle. C'est juste. Je donne une conférence la semaine prochaine au centre communautaire, ai-je poursuivi. Sur le mentorat et les opportunités pour les filles dans la technologie. C'est ouvert au public. Papa s'est légèrement redressé. Tu veux qu'on vienne? J'ai souri faiblement. Venez tôt si vous voulez une place. Camille a cligné des yeux. On devrait venir tôt pour avoir des places. J'ai hoché la tête. Cette fois avec un vrai sourire. Tôt, c'est bien. Pour la première fois de la soirée, le rire a fendu le silence, doux, incertain, mais réel. C'était comme la première goutte de soleil après une tempête. Le reste de la soirée s'est déroulé en douceur. La conversation a trouvé son chemin entre les brèches, se faufilant à travers des années d'anniversaires manqués et de silences gênés. Nous n'avons plus parlé de blâme. Nous avons parlé de souvenirs, du jardin de grand-mère, du chien que nous avions perdu et des petites choses qui nous avaient survécu. À un moment donné, maman a jeté un coup d'œil à la chaise supplémentaire avec la pancarte en bois et a murmuré « C'est magnifique ». C'est un rappel, ai-je dit. De nous, a-t-elle demandé. De ce à quoi l'amour devrait ressembler, ai-je répondu. Un siège ouvert, pas une porte fermée. Plus tard, quand ils sont partis, la pluie avait cessé. Les lampadaires scintillaient sur le trottoir mouillé. Papa m'a serré dans ses bras en premier, avec raideur, comme s'il avait peur que je me dérobe. Je ne l'ai pas fait. Puis les bras de maman ont trouvé les miens, chauds et tremblants. Nous viendrons tôt, a-t-elle répété, presque comme une promesse. Après leur départ, je suis resté un moment près de la fenêtre, regardant leur silhouette disparaître dans la rue silencieuse. L'appartement brillait encore à la lueur des bougies, les bols de soupe vides, des miettes éparpillées sur la table. Léa a envoyé un simple texto, comment ça s'est passé?
Et j'ai répondu avec une photo, la chaise vide, la petite pancarte suspendue à son dossier. Grand-mère a appelé juste avant minuit. Alors, a-t-elle demandé. Ils sont venus, ai-je dit, souriant dans le noir. Et ils sont restés. Je savais qu'ils le feraient. Les chaises ont une drôle de façon de rappeler les gens à la maison, a-t-elle dit. Quand l'appel s'est terminé, j'ai éteint les lumières, ne laissant que les bougies allumées. La pancarte en bois se balançait doucement dans la brise de la fenêtre entr'ouverte. J'ai tracé les mots gravés du bout des doigts. Pour qui viendra. Dehors, la pluie a recommencé. Douce, indulgente, infinie. Certaines personnes ne viendront jamais, d'autres si. Mais la chaise reste, comme une promesse que l'amour se construit, il ne se mendie pas. Nous passons nos vies à attendre le bon moment, les bons mots, les bonnes personnes pour remplir l'espace à côté de nous. Mais parfois, le miracle n'est pas de savoir qui finit par s'asseoir. C'est le fait que nous ayons gardé la chaise prête, malgré tout. Et vous, quelle pancarte accrocheriez-vous au-dessus de votre chaise? L'écran s'assombrit. La lumière de la bougie vacille une fois, puis se stabilise, une petite lueur inébranlable dans la pièce silencieuse.